Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mali indépendant a 52 ans, 52e anniversaire célébré ce samedi dans un contexte mouvementé de partition du pays. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? C'est la question à laquelle tente de répondre aujourd'hui l'interview de la semaine. Nous recevons l'historien Jean-Bosco Konaré, professeur d'histoire contemporaine à la retraite. Monsieur Konaré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc un témoin de ce 22 septembre 1960. Quel souvenir gardez-vous de ce jour? Je ne suis pas un témoin direct. En ce sens que, en 60, je n'étais pas, je devais être en 7e, c'est-à-dire l'équivalent de la 5e. Donc, j'ai vu ça comme un tout jeune homme qui voit un événement en mouvement. Mais j'ai vu l'effervescence et la joie qui se manifestait dans les villes. Quand je partais en 6e à Sikasso, ça coïncidait avec le référendum gaulliste du oui ou du non. Sur toute la route, c'était la fête, c'était le djembé. Les gens percevaient qu'une situation était en passe de se produire, de se changer. Vous, jeune de 7e année, à cet âge, apprendre que le Mali est indépendant, ça représentait quoi? Bon, sincèrement, pas grand-chose. On disait Anyanyareta. Ça veut dire que les chefs devenaient noirs et que nous allions nous débarrasser des Blancs. Pour moi, ça s'est résumé dans ça. Avec quelques désappointements, parce que je me souviens, au cours normal des frères de Sikasso, on nous avait demandé de rencontrer nos chefs. On est sorti massivement, il y avait beaucoup de fêtes. On est parti dans ce qui est aujourd'hui le bureau du gouverneur de Sikasso, qui était à l'époque le bureau du commandant de cercle. Je vois encore au balcon, il y avait le dernier gouverneur blanc du Soudan, qui était dans sa tenue d'apparat. Et il y avait feu Jean-Marie Koné, qui était le président de la République soudanaise. Et on était les collégiens en tenue aussi. Et Jean-Marie a commencé son discours. Hier, c'était Jipoulon et il a montré le gouverneur Touab. Aujourd'hui, c'est moi. Bon, nous venions d'étudier Pascal qui disait le moi est haïssable. Donc, ce qui nous est resté, c'est cette démonstration. Aujourd'hui, ce moi-là, nous avons trouvé que ce moi était excessif dans notre jugement de gosse. Vous voyez? Donc, c'était des sentiments d'une part de joie, mais nous estimons aussi qu'il y avait quelque part des excès de langage qui ne s'imposaient pas. C'est vrai que la chose pouvait se résumer pour vous en termes celui-là est parti, les Blancs sont partis, on prend notre indépendance, mais on sait qu'en son temps, ça avait suscité une vague d'espoir. Qu'est-ce qu'on attendait de cette indépendance? Qu'est-ce que ça a suscité comme espoir en ce moment? Bon, l'indépendance signifiait d'abord, avant tout, que les Blancs partaient et que donc l'oppression s'arrêtait. Parce que la présence française a été synonyme de beaucoup d'exactions chez nous. D'abord, la conquête qui a vu beaucoup de jeunes mourir, parce que pratiquement la conquête du Soudan a impliqué toutes les bourgades d'importance. Tous les chefs-lieux de Djamana ont été conquis militairement. On est monté, oui, là, il y a eu une cassure. Le Dambé s'est transformé en Bamboni, Bébé, et ça, une communauté humaine ne peut pas se gérer comme ça. Donc, on pensait économie, donc richesse, on pensait l'école pour nos enfants, on pensait beaucoup de biens. Et puis, il a fallu souvent nous-mêmes construire nos écoles
Et souvent, quand tu construis ton école, il n'est pas évident que tu aies des maîtres. Donc aujourd'hui, les gens se posent énormément de questions. Mais au fond, où est partie l'indépendance? Mais qu'est-ce qui est en cause finalement? Est-ce que c'est les choix qu'on a fait au lendemain des indépendances ou est-ce que c'est le parcours qui n'a pas été bon? Les choix qu'on a fait au lendemain de l'indépendance, c'était des choix qui restent permanents. C'est-à-dire, quand on dit à l'indépendance, qu'est-ce qu'on entendait? Construction nationale. Ça reste permanent. Tous les pays aujourd'hui se disent engagés dans la construction nationale. Tout le bavardage, tout le bruit qui se fait aujourd'hui dans le monde, chacun pense qu'il faut construire son pays et de la meilleure façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler à augmenter la richesse nationale, essayer de faire en sorte que cette richesse nationale soit la mieux partagée équitablement. Et ça reste un objectif majeur et constant. Maintenant, comment y arriver? Tout le problème est là. Au temps du premier régime Modibo Keïta, on a dit la meilleure façon d'y aller, c'est le parti unique et c'est le socialisme. Ils y croyaient. Même si, par ailleurs, la pédagogie a manqué pour que le peuple puisse comprendre et suivre. L'objectif reste permanent, il s'agit de construire la nation, mais les pédagogies souvent peuvent laisser à désirer. Évidemment. Il y a eu le débat lors de la célébration du 50e des indépendances africaines. Il y a bon nombre de gens qui pensaient que ce n'était pas la peine de faire la fête parce qu'on n'a pas réussi grand-chose. Bon, la fête est une chose. Réfléchir en est une autre. Je pense qu'on aurait pu faire la fête, et on a malheureusement fait la fête, mais on aurait dû faire également la réflexion, faire le point. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Comment rectifier les tirs? À l'époque, dans le cadre de l'ACHEMA, on m'avait demandé de faire une réflexion sur éventuellement des thèmes de référence pour une réflexion. Les gens ont compris qu'il s'agissait de faire un tribunal. C'est idiot de faire un tribunal sur 50 ans. Mais on pouvait réfléchir sur un certain nombre de points précis. Et moi, j'avais pris 3 points. Le premier point, je suis parti de l'hymne national. L'hymne national du Mali dit: pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, Maliens, pour répondre à ce double engagement? Malheureusement, ce débat n'a pas eu lieu parce que les chefs ont pensé qu'on allait en profiter pour faire le tribunal des uns et des autres, et qu'au lieu de nous rapprocher, ça allait nous éloigner. Mais on ne peut pas faire économie de cette réflexion. De toute façon, ça nous rattrape aujourd'hui. Absolument. Parce que qu'est-ce que nous avons fait pour un règne de liberté? Parce que la liberté suppose au moins qu'il y a un État qui garantit un certain nombre de choses. La sécurité intérieure, la sécurité alimentaire, les droits à l'éducation. Je dis bien à l'éducation, pas seulement à l'instruction. Or, nous avons fait un effort sur l'instruction publique, mais l'éducation est laissée en garde. L'unité, qu'est-ce que nous avons fait? Aujourd'hui, nous, qui nous sommes donnés comme champions de l'unité africaine, jusqu'à renoncer à tout ou partie de notre souveraineté. Aujourd'hui, n'importe quoi nous piétine aujourd'hui. Si vous le permettez, on va passer à cette situation de crise au nord du Mali. C'est un problème récurrent qu'on est en train de gérer depuis l'indépendance. Quand vous dites qu'on a géré, non, on a géré un problème ponctuel qui était l'insurrection d'un groupe parmi les Keltamachaka. Mais on connaît aussi les origines de ces insurrections répétées. On a soutenu que c'était la mauvaise gouvernance. Mais surtout aussi, chez nous,
sur Kalaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la création par la loi française en 1957 de l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, on a eu à affronter ces problèmes parce qu'il se trouve que très souvent, les Français et nous, on n'avait pas la même vision de la route à suivre. Il est clair que si les Français, ils ne peuvent pas ne pas suivre l'objectif de faire de la France une grande puissance. Ça, c'est leur droit. Mais s'ils pensent que cela passe nécessairement par la disparition physique du Mali, ça n'est un autre problème. Et aucun Malien né d'une femme malienne ne peut souscrire à ça. Donc, on avait, tout en se disant ami, il y a un obstacle réel qui était là. Les Français nous veulent noises et nous, on voulait résister. C'est normal qu'on essaie de résister. Donc, il y a ces problèmes. De votre point de vue, c'est l'ingérence extérieure qui fait que ce problème persiste. C'est peut-être 55%. C'est dû à l'ingérence extérieure, l'ingérence permanente. Le reste, effectivement, dépend des choix stratégiques qu'on n'a pas effectivement pris. On ne prend pas son indépendance et ne pas la gérer. L'assumer. Or, nous, j'ai eu l'impression qu'on se met régulièrement sur la balançoire. On est à gauche, on est à droite, on va devant, on va derrière. Mais souvent, même les peuples qui sont gérés et qui voudraient vraiment aller dans le bon sens, on ne sait pas qu'est-ce qu'on leur demande. Parce que le pays est vaste, c'est un fait. Mais quand le pays est vaste, on ne fait pas tout. À chaque période, on choisit, je crois, un secteur déterminé que l'on développe. Et en ce moment-là, progressivement, non, mais il a. Mais Nikoki va à la confiture de cas à fin à cette économie. Notez. Et malheureusement, je crois qu'il y a eu peut-être beaucoup d'énergie dispersée, beaucoup d'efforts mal employés, qui fait que, aussi bien au sud qu'au nord, à l'est comme à l'ouest, il y a beaucoup de choses qui restent encore. On a l'impression de n'avoir pas beaucoup changé. Oui, la faute aux élites, aux cadres, aux dirigeants. Les dirigeants ont leur part. Parce que quand on veut diriger un pays, on doit avoir la foi soi-même. Et je pense que Modibo Keïta a eu la foi. Il croyait dans le destin du Mali. J'ai eu à rapprocher le président Moussa Traoré. Je crois que son obsession était le Mali. Quelles que soient les erreurs qui ont pu être commises en son nom et sous son mandat, il croyait fermement au Mali. Et tous les actes essentiels qu'il a posés reflétaient ce Mali. Maintenant, moi j'ai eu le sentiment que au moment où nous commencions à être dans la bonne route tracée par Modibo et poursuivie par Moussa, nous avons été distraits encore une fois. Ce n'est pas les Maliens ni les Africains qui ont imaginé le parti unique. On nous a dit, vous êtes des peuples divers. Il y a la disparité chez vous, il y a trop de différences. Si vous voulez faire l'unité de vos consciences, la meilleure façon c'était de réaliser des partis uniques. Les gens ont cru. Et en plein milieu, on dit non, laissez les partis uniques, ça ne vaut rien, c'est de la tyrannie, c'est la dictature, allez tout de suite à la démocratie partisane. Ça fait du tohu-bohu. Les chefs qui sont venus, ils ne pouvaient pas dire en même temps on veut la démocratie multipartisane et contingenter les partis. Ils ne pouvaient pas exercer un pouvoir qui aille dans la direction d'un vrai développement. On a laissé faire. Et ce laisser faire a été déplorable. Parce qu'on a compris
que démocratie signifiait anarchie. En tout cas, si on ne l'a pas dit, on a vécu comme ça. Et tout est parti à volo. Il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait commander parce qu'on disait, ah, c'est devenu la tyrannie. Pendant que ce que nous faisons, si vous faites le 10e en Europe, vous faites la prison. En fait, vous estimez que nous avons raté notre virage démocratique? On a raté ça. Je ne suis pas contre la démocratie. Tout le monde sait que moi, j'étais dans le parti unique. Mais ils savent que ma lutte constante a été l'ouverture politique. Mais je ne voulais pas que ce soit dans n'importe quel désordre. Professeur, la solution aujourd'hui au problème du Nord, elle sera politique, elle sera militaire, elle sera diplomatique? D'abord, il faut savoir qu'est-ce que les Maliens veulent. Il y a aujourd'hui problème du Nord parce qu'il y a des problèmes à Bamako. Moi, je suis intimement convaincu et écœuré de ce que je vois à Bamako. Je n'ai jamais vu dans l'histoire qu'un peuple soit agressé à ce point et que l'élite de ce peuple s'entredéchire pour des strapontins. On n'a même plus de fauteuils. Vous avez les 3/4 du pays occupé. Vous avez parlé, vous dites pourquoi? Pour des fauteuils. Mais il n'y a pas de fauteuils, il n'y a que des strapontins. Je pense que la solution première était de faire front, quels que soient par ailleurs les griefs qu'on a les uns contre les autres. On a été incapable de le faire. Et chose plus grave encore, on demande à nos voisins qui n'ont aucune raison de nous faire cadeau. Ils n'ont aucune raison de nous faire cadeau. Et on leur demande de résoudre nos problèmes. Voilà mon concounti. Est-ce qu'il y a un là? Donc, si on dit qu'on peut résoudre, nous pouvons résoudre à condition que nous revenions tous à la maison. Il y a un danger qui guette nous tous si on ne se met pas d'accord et faire front. Deuxièmement, on mélange trop les choses. Je pense qu'il faut savoir raison garder. J'entends tout le temps dire on n'a jamais vécu ça. C'est fou. On a vécu l'expérience du Ouagadougou. Les Almoravides, qui sont totalement assimilables quant à l'option et au procédé, aux manières, les Almoravides sont superposables aux Ansardines. Mais ils sont venus. On veut faire l'islam. Mais il y avait déjà des musulmans à Ouagadougou. Peut-être qu'ils venaient prendre quelque chose. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient. Quand les nomades voient de loin une cité apparemment riche, ils pensent que Dientara coûté, donc ils veulent prendre. C'est ce qu'ils arrivent au ballon. Quand ils ont vu qu'il n'y avait rien à prendre, ils sont remontés, après 10 ans, ils sont remontés en Andalousie. Mais ces Ansardines-là, de mon point de vue, c'est vrai, on dit qu'ils sont dangers, mais nous avons adopté la peur des Occidentaux que nous ingérons. C'est dramatique. Nous avons nos peurs. Les gens ils sont mal soignés. Il y a un drame de l'école. Il y a à manger et souvent c'est aléatoire. On a cette année à manger, l'année prochaine on n'a rien à manger. Ça, ce sont des peurs réelles, ce sont des préoccupations réelles. Nous avons suffisamment à faire que de nous préoccuper des peurs de l'Occident. L'Occident a peur de l'islam, mais le Mali a 98% de musulmans. Comment ils peuvent avoir peur d'autres musulmans? Pendant ce temps-là, on dit, oui, combattez les musulmans, mais le MLA qui veut l'éclatement, la mise en poussière du pays, il faut négocier avec ça. Mais est-ce qu'on peut, en ce moment-là, comprendre la logique? Professeur, pour terminer, vous avez de l'espoir quand même? Bon, si les Maliens décident de se suicider totalement, je suis obligé en ce moment-là de perdre espoir. Mais comme je sais que l'instinct de conservation doit prévaloir et prévaudra, je crois que je suis optimiste qu'un jour ou l'autre, quelle que soit l'acuité du problème d'aujourd'hui, on en a surmonté bien d'autres. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne surmonte pas ça.
mais à la condition que les apatrides qui sont sous nos pieds, vraiment, à défaut de nous aider, qu'ils se barrent, qu'ils s'écartent. À ce prix-là, je pense qu'on peut tout résoudre. Nous allons donc rester optimistes ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.